Bonjour, bienvenue à Québec, Canada rural. Aujourd'hui, on va se promener. Mon nom est Michel Cloutier, je vais accompagner de Claude Roy. Bonjour Claude. Bonjour. Et que je dis on va se promener parce qu'entre autres, dans un premier temps, on va aller du côté de Gros-Île. Peut-être souligner l'attrait tout à fait particulier qu'avait Gros-Île cette année. On était évidemment en 2020-2021 en période de pandémie avec la COVID-19, comme on le sait, et toute l'incidence que ça a eu dans notre vie. Mais il faut se rappeler que dans l'histoire, il y en a eu d'autres pandémies, il y a eu d'autres événements qui ont marqué, comme la grippe espagnole, bien sûr, qui a marqué entre autres Gros-Île, qui pendant des années a été l'endroit de quarantaine. Lorsqu'on arrivait au Québec, là, finalement, on devait faire son arrêt à Gros-Île. Oui, puis on va découvrir là-bas que finalement, pour un vaccin dans ces années-là, parce qu'on n'est pas dans les années modernes d'aujourd'hui, découvrir un vaccin pour la variole, ça a pris 77 ans. On a été 77 ans en période de pandémie avec une maladie qu'on n'arrivait pas à éradiquer. Puis aujourd'hui, avec la COVID, on a trouvé des vaccins en dedans d'un an, on a commencé à inoculer, où une grande partie de la population est maintenant préservée de cette maladie-là. Exactement. Et pour se rendre à Gros-Île, on a eu un panorama tout à fait magnifique parce qu'on est en face de Montmagny et ses îles. On est parti de Berthier, on est sur le bateau de la famille Lachance. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était le Vent des îles. Oui, c'est bien le Vent des îles. C'est un bateau qu'ils ont construit il y a plusieurs années et dont les capitaines ne sont plus à présenter parce que ce sont des gens qui sont tout à fait extraordinaires d'une grande, grande lignée de matelots. La famille Lachance, d'ailleurs, du côté de Montmagny, bon, on retrouve une branche de la famille, évidemment, qui opère les croisières, qui opère les navires. Également, on le verra aussi dans d'autres reportages dans Québec, Canada rural. Il y a aussi tout le côté de la pêche. Oui, bien écoute, moi, j'ai connu la famille Lachance par l'ancêtre, Joe Lachance, parce que petit garçon, mon père me le réveillait le matin pour aller à la chasse en disant aujourd'hui, on va à la chasse avec Joe. Donc, c'est Joe Lachance. Il fallait vider les caches parce que c'était des trous dans la vase. Donc, mon père me traînait là-bas pour aller vider les trous avant de m'en aller à l'école. Donc, une fois que j'avais fini de vider les trous, il disait OK, va-t'en à la maison, va te laver, puis va-t'en à l'école. Fait que j'ai connu Joe à ses premières années, les premiers balbutiements. Puis aujourd'hui, bien, on a toujours, on le verra peut-être dans l'avenir, on a un grand pêcheur de sturgeon à Donald Lachance avec vraiment pas une pisciculture, mais une poissonnerie qui fait l'envie de bien des pêcheurs au Québec. Et on va voir comment ça se passe parce que la famille Lachance a une grande, grande tradition de bateliers. Donc, c'est des gens qui ont été des constructeurs de bateaux, des guides émérites. Ils ont été dans les premiers à gagner les fameuses courses sur glace du Carnaval de Québec qui avait été instauré par Saint-Georges Côté, qui parlait de la famille Lachance comme étant les champions à chaque année, surtout dans les années 50. Tradition qui a été perpétuée. Maintenant, ils ne sont pas toujours les premiers, mais ils sont toujours présents dans ces courses-là, partout à travers le Québec. Mais il faut se rappeler que quand ils vivaient à l'île aux Canaux, il fallait qu'ils traversent à Montmagny sur les glaces l'hiver pour aller chercher de la nourriture. L'avion n'existait pas à l'époque. Donc, il fallait qu'ils travaillent à travers les glaces. Et c'est de là qu'est venue un peu la tradition de courir à travers les glaces. Donc, les Lachance ont été des précurseurs dans plein de domaines. Et Montmagny est content, devrait être heureux d'avoir une famille comme celle-là qui est emblématique de la construction de bateaux, de pêche, de guides de chasse. Donc, vraiment, la famille Lachance, c'est une grande découverte pour nous autres. Et ils sont toujours bien présents, entre autres avec maintenant les bateaux UMA là, pour le sauvetage en mer, duquel ils sont les instigateurs, les fabricants, si on peut s'exprimer ainsi. Oui, bien, à l'époque, quand j'étais député, il était venu justement me rencontrer pour qu'on puisse présenter ce bateau-là, pour leur donner un coup de main à faire développer le marché de ce bateau-là. Donc, ça aussi, c'est une grande découverte pour Montmagny. Alors aujourd'hui, je vous laisse aller à cette découverte de Gros-Île. On va dans un premier temps, justement, prendre le bateau pour s'y rendre, qui est le Vent des îles, le bateau de croisière de la famille Lachance, maintenant avec les croisières AML. On va d'ailleurs s'entretenir avec le capitaine Dominique Lachance, qui va nous parler un peu, justement, de la famille Lachance et de leur proximité avec le fleuve. Par la suite, ce sera Gros-Île. Je vous laisse suivre ce périple qu'on a eu le plaisir de faire à Québec, Canada rural. On est sur le Vent des îles avec le capitaine Dominique Lachance. On est en direction de Gros-Île. Bonjour Dominique, vous allez bien? Très bien.
La famille Lachance, depuis, je dirais depuis toujours, sur le fleuve Saint-Laurent. D'ailleurs, ça part d'une île, de l'une des îles qu'il y a ici, Xavier Montmagny. Bien sûr, ça fait 7 générations chez nous qu'on vit du fleuve. Ça a changé les chalots par rame un peu. Là. Comme vous pouvez voir, on rame moins fort un peu. Mais oui, tout ça part un peu de l'île aux Canots parce que sur 7 générations, il y en a 5 qui ont vécu tout seuls de famille sur l'île aux Canots, juste à l'arrière de l'île aux Grues, là, pour situer un peu. Là, dans l'archipel, ici, il y en a plusieurs des îles. On connaît Gros-Île, là, on vient de nommer l'île aux Canots. Oui, il y a 21 îles qui sont, pour la plupart, des îles privées, mis à part l'île aux Grues village, municipalité. Gros-Île, quarantaine, Parc Canada, qui opère le parc là, durant l'été. On a sinon un paquet d'autres îles qui sont un peu connues dans la région. L'île Madame, on a l'île Ruau, l'île à deux têtes. Les îles, ce sont tous des îles privées. Puis souvent, les gens me demandent comment on achète une île comme ça. T'sais, à la base, ça a été des îles, je parle pour la famille chez nous, qui ont été des lots de terre qui étaient donnés, comme un lot de terre était donné par le roi de France à l'époque sur la côte. Mais eux, je ne sais pas s'ils étaient plus bizarres que les autres, mais ils se sont ramassés sur des îles. Puis souvent, la question que les gens me posent, c'est ils vivaient de quoi sur une île? Mais il faut se reculer dans ces années-là, ils étaient privilégiés parce qu'il y avait le garde-manger naturel autour. On est une île entourée d'eau, première des choses, on n'en manque jamais. On a du poisson tout le tour. On a des oies blanches, les canards qui viennent 2 fois par année. Puis on a nos agricultures sur nos îles, on a nos animaux. Fait que ces gens-là, on manquait de rien. Également, là, Dominique, à travers les années, évidemment, de génération en génération, il y a eu un contact particulier avec le fleuve. Bon, on connaît bien maintenant les croisières Lachance. On connaît également les courses en canot qui ont eu lieu du côté du Canada. Il y a de la fabrication de canots également qu'on a fait de bateaux là, dans la famille. D'ailleurs, le banc des îles, vous l'avez construit. Ben, tu sais, c'est ça. En fait, c'est que chez nous, dans ces 7 générations à vivre du fleuve, il y a aussi la construction de bateaux a été longtemps importante au chantier maritime à Montmagny. Les bâtisses sont encore là. On a conservé une petite partie de la bâtisse où on fait encore de la construction. On parle de la UMA 17, UMA 21, les embarcations pour le sauvetage. C'est pour le sauvetage. On fait nos propres embarcations. Je fais de la réparation encore durant l'hiver. Ça a bien changé. Mon père, mon grand-père, ses frères ont fait la construction de chalutiers de pêche pour la péninsule gaspésienne à l'époque. Mon père, c'est en allant livrer ces bateaux-là aussi qu'il a découvert encore plus la navigation ailleurs et a découvert les baleines par la suite. Et, ça a enchaîné une vie de croisière-excursion. Mais c'est ce contact-là de la construction qui a amené aussi ça. Puis quand on vit sur une île, si on recule à cette époque-là, ben il faut savoir construire nos embarcations. Alors la connaissance, elle a été transportée comme ça. Puis de là, le canot à glace. Aujourd'hui, on fait des courses en canot. C'est une compétition, c'est pour le fun, pour se mettre en forme. Mais à l'époque, c'était un moyen de survie. C'était le seul moyen de transport jusque dans les années 70 au travers de la glace. Pour traverser, par exemple, vers Montmagny, aller chercher des Exactement, exactement. On allait chercher où on allait mener la femme qui allait coucher, on allait chercher le médecin et vice-versa. On a vu des images des veaux traversés en canot, des poêles à bois. Puis, c'était la réalité, c'était ça. Là. Fait que c'était le moyen de transport, c'était le canot à glace. Et là, maintenant, Dominique, lorsque, par exemple, dans les excursions durant l'été, on peut avoir combien de personnes qui viennent visiter le fleuve, qui viennent visiter les îles, en fait? Bien, vous voyez, juste pour Gros-Île, tout dépendant, on parle d'une vingtaine de mille personnes qui vont venir visiter Gros-Île elle-même. Après ça, là, depuis 2 ans, à l'île aux Grues, on a pris un petit break là, avec toute la pandémie, incertitude un petit peu de qu'est-ce qu'on a le droit et on peut faire. Mais sinon, on parle de quelques mille personnes aussi de plus qui vont bien sûr venir visiter l'île aux Grues. Il y en a aussi bien sûr qui vont le faire par le traversier, là, bien entendu. Aujourd'hui, on est en plein cœur du fleuve Saint-Laurent. On est à Gros-Île, l'île de la quarantaine. Évidemment, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, faire un retour sur les événements ou sur ce site mythique au Québec allait de soi. On va commencer la visite dans les prochains instants avec la présentation de notre guide. Notre guide aujourd'hui, Philippe, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Très bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Un petit peu... quand même impressionné, je dirais, par tout ce qui est ici, parce qu'en fait, c'est l'endroit premier où, quand les gens arrivaient à Gros-Île, l'endroit premier par lequel ils devaient passer, mettre leurs vêtements, je crois, dans des sacs de quarantaine. Tu peux nous expliquer un peu quel était le processus? On arrivait ici, évidemment, on quittait l'Irlande,
On en parlera un petit peu plus tard dans le reportage de tout ce qui se passe par la suite. Mais une des premières étapes qu'on avait à faire lorsqu'on arrivait, c'était de venir ici, oui. Enlever ses bagages finalement, et même il y a les douches par la suite, là. Oui, tout à fait. Il est important de comprendre que ce bâtiment-là ne sera pas en place quand les Irlandais arrivent ici. C'est un bâtiment qu'on érige au début des années 1890, vraiment quand Gros-Île va se moderniser. Cet édifice, l'édifice de désinfection, est sans conteste le témoin fort de l'âge d'or de Gros-Île. Quand on a une station qui est rigoureuse, efficace, scientifique, on connaît les méthodes de propagation des maladies contagieuses, donc on sait qu'on doit procéder à la désinfection. On connaît l'existence des microbes, donc on doit stériliser les équipements des gens, puis inviter les gens à prendre des douches désinfectantes. Donc vous aviez ici, par exemple, des grands fours qu'on appelle des étuves pour la désinfection des effets personnels des immigrants. Les vêtements étaient mis dans des sacs en lin, soumis à une vapeur surchauffée d'eau, et ensuite ressortis dans l'autre côté du bâtiment, dans l'aile nord, l'aile désinfectée. Donc cet édifice, c'est vraiment une barrière sanitaire au sein même de la barrière sanitaire que constitue Gros-Île, un système à sens unique. Tout ce qui rentre par la porte sud ressort par la porte nord désinfectée. Bagages au rez-de-chaussée et immigrants qui prennent leur douche désinfectante à l'étage. Évidemment, Gros-Île était divisé. Il y avait le village, il y avait le quai Est, il y avait le quai Ouest. Justement, on va se retrouver au quai dans quelques instants pour en savoir un peu plus sur quelle était la géographie de Gros-Île et qu'est-ce qui se passait ici. On va visiter Gros-Île au cours des prochains instants. Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la géographie de Gros-Île? Il y avait à l'époque 2 quais. Oui. L'île était divisée en secteurs. Pouvez-vous nous faire un survol de ce qui était Gros-Île? Tout à fait. Au gré de la modernisation de la station de quarantaine, on va établir une division très stricte entre 3 secteurs. Le secteur ouest, aussi appelé le secteur des hôtels, qui va servir pour les gens qui sont bien portants. Donc, des gens qui pourraient être en période d'incubation de maladies contagieuses, qui ne montrent pas encore de symptômes, ils vont faire un séjour d'observation là qui dure en moyenne 2 semaines. Secteur ouest, secteur des hôtels pour les bien portants. À l'autre extrémité, complètement, on a le secteur est, aussi appelé le secteur des hôpitaux, pour les gens qui sont malades, qui eux avaient des symptômes visibles à bord des embarcations. Ils vont faire leur convalescence là-bas, dans les hôpitaux, leur traitement avec le personnel infirmier et médical. Et enfin, au centre de l'île, secteur centre, aussi appelé secteur du village, qui était une zone résidentielle pour les employés ainsi que leurs familles, la station de quarantaine. Donc, on a 2 quais qui, en fait, sont à la jonction de ces secteurs-là. Secteur ouest a son propre quai pour le débarquement des gens en santé. Et secteur est a ce quai, juste ici, en fait, les vestiges du quai de l'Est. Il faut dire qu'il débouche dans le village, mais est connecté dans le secteur des hôpitaux. C'est ici, donc, une ambulance venait chercher les immigrants malades pour les transférer vers leur convalescence. Donc, un quai qui, évidemment, s'avançait là, plus en profondeur dans le fleuve Saint-Laurent. On en garde des soutènements de béton à l'heure actuelle. Et le quai de l'Ouest, lui, lorsqu'on vient au point de vue touristique maintenant en 2021 visiter l'île, on arrive où était le quai de l'Ouest. Tout à fait. On débarque sur le quai de l'Ouest, qui était donc la principale porte d'entrée pour la majorité des immigrants de passage ici. Il faut garder en tête que c'était une majorité qui était en santé, qui faisait la quarantaine d'observation et l'inspection et la désinfection. C'était une minorité qui était malade, qui débarquait sur le quai de l'Est ici. Donc, quand vous visitez le site, vous foulez les pieds finalement de dizaines de milliers d'immigrants qui sont passés par le site. Voilà qu'on se retrouve ici avec une particularité, une ambulance du temps qui était ici sur l'île, qui servait à transporter. À ce moment-là, on faisait quoi précisément ici avec l'ambulance qui, bon, à la base, on sait que c'est le genre de véhicule qui était utilisé par les forces armées pour transporter les malades, mais de quelle façon on a adapté ça ici à Gros-Île comme utilisation? Typiquement, ce type d'ambulance-là, en fait, va servir pour le transfert des gens malades qui débarquent sur le quai de l'Est. Donc, on avait repéré des cas avec des gens avec des symptômes bien visibles, qui faisaient le débarquement directement à l'Est, et le charretier allait les récupérer. On les assoyait là-dedans, on fermait la porte, les noms des immigrants étaient notés. Bien évidemment, on ne voulait pas que la maladie se répande dans le secteur du village, puisque le secteur Est, le quai de l'Est, donnait dans le village. Donc, on passait au travers avant de se rendre dans le secteur des hôpitaux. Donc, c'est essentiellement un outil de transfert. Les gens malades sont pris au quai de l'Est, acheminés dans les hôpitaux pour faire leur convalescence là-bas. On pouvait asseoir jusqu'à 15 personnes dans le véhicule, donc cordés les uns à côté des autres sur les bancs avec des bancs pliables. Et si la personne n'était pas en état de se tenir debout, eh bien, on avait des brancards suspendus avec des systèmes de ressort ainsi que des courroies de cuir. 6 personnes qui vont être superposées dans ce type de véhicule. Ceci dit, c'est l'ambulance d'origine, un modèle de 1889 qui nous vient de Toronto. Lorsqu'on visite Gros-Île, on a aussi l'occasion parfois de faire un voyage dans le temps avec des personnages historiques qui sont interprétés sur les lieux. On va maintenant se diriger au début du 19e siècle. On va aller rencontrer une résidente de l'île à ce moment-là. Bonjour, bonjour. Ben moi, c'est Lucienne Masson. Je suis la fille de Monsieur Masson. Vous l'avez peut-être rencontré aujourd'hui. C'est le charretier du village.
mais c'est aussi lui qui va conduire l'ambulance pour amener les immigrants malades dans les hôpitaux. Bon, moi, j'ai pas à faire trop avec les immigrants, là. Moi, je suis plutôt responsable de la musique à la chapelle. Donc, je connais tout le monde, puis tout le monde me connaît ici. Donc, pendant l'été, pendant la saison estivale, là, on a à peu près 200 personnes qui vont vivre dans le village. Bon, pendant l'hiver, on a certains d'entre eux qui vont quitter, là, toutes les corps de travail, comme les infirmières, les médecins vont quitter. Puis, on a seulement là, une 70 personnes qui restent au village. Puis moi, ben, je chante, puis je joue de la musique ici dans la chapelle pour tout ce beau monde-là. On est ici dans un des bâtiments les plus évocateurs du côté de Gros-Île, le Lazaret. Philippe, qu'est-ce qui se passait ici dans cette bâtisse-là à l'époque? Le Lazaret, c'est un bâtiment qui nous vient de 1847, de la saison de la tragédie irlandaise. C'est vraiment un abri de fortune. C'est le type de bâtiment qu'on fait venir pendant la saison, étant donné qu'on manque très rapidement de place sur le site. Au début, au printemps 1847, au mois de mai, on a de quoi loger environ 1000 réfugiés irlandais à Gros-Île. Très rapidement, en l'espace de 5 jours, on excelle les capacités d'accueil. Les pires pics de la saison, au courant du mois de juin-juillet, font état de 12 000 réfugiés irlandais en même temps à Gros-Île. Donc, c'est pour cette raison qu'on fait venir des abris comme celui-ci, 12 lazarets préfabriqués à Québec, amenés par barge, seront installés sur le site pour aménager, pour installer finalement les immigrants irlandais. On avait des tentes, des marquises qu'on va remplacer par ces abris qui se veulent plus confortables. On a toutefois quelque chose d'extrêmement rudimentaire. À la base, là, pour des gens qui étaient en santé, très rapidement, on va se convertir en hôpitaux pour les gens qui sont atteints de maladies contagieuses. Ce type de bâtiment, avec des conditions de contiguïté, ce sont des incubateurs à maladies. C'est le typhus qui frappe principalement en 1847, qui va se transmettre par des parasites, des puces et des poux de corps collés sur votre voisin, cordés comme vous l'êtes dans un tel bâtiment. Très rapidement, la maladie va se répandre. Donc, vous aviez des paillasses ici sur toute la longueur. On parle de 300 à 400 personnes environ qui vont loger dans une telle infrastructure. Remarquez les murs blancs qui sont chaulés, on appelait de la chaux comme agent aseptisant, désinfectant à l'époque. Donc, entre chaque groupe de convalescents, on va ajouter une nouvelle couche pour essayer, autant que faire se peut, d'aseptiser le bâtiment. Comme on peut le voir, les mesures sanitaires, évidemment, de l'époque étaient loin de ce qu'on peut retrouver maintenant en 2021. Mais malgré tout, on tentait de faire le maximum, selon les moyens qu'on avait à l'époque, selon les contingences aussi, à cette époque-là, monétaires ou de distance, de transport. On faisait tout ce qu'on pouvait pour pouvoir permettre de donner à ces gens-là un environnement contrôlé. Il y avait également la variole où il y avait quelque chose de particulier, une pièce dont la salle rouge, une pièce où on tamisait, si on veut, d'une certaine façon, où on filtrait l'éclairage pour diminuer les sensations pour les gens qui avaient la variole à ce moment-là. Tout à fait. La variole, c'est une maladie qu'on va traiter ici à Gros-Île suite aux années du typhus et du choléra, emblématique des premières saisons. Vous avez ici une salle dans son état de 1904 qui contraste beaucoup avec ce qu'avaient les Irlandais en 1847 au moment d'une station qui est médicalement efficace, qui est beaucoup plus rigoureuse et scientifique. Les gens atteints de variole sont photosensibles. Les rayons UV vont aggraver leurs symptômes, notamment la fièvre, ainsi que les lésions, les pustules qui se retrouvent sur leur corps. En les exposant à une telle lumière, une lumière rouge, on diminue les symptômes, on facilite la guérison de la variole. C'est un hôpital qu'on va appeler la chaîne des picotés pendant une certaine époque, l'hôpital numéro 4, en raison de ces pustules qui se retrouvent sur les corps des gens qui sont atteints de variole. On est maintenant au niveau de la croix celtique de Gros-Île, monument qui est quand même à grand déploiement qu'on peut voir lorsqu'on navigue tout près de l'île. Quelle est l'origine et qu'est-ce que ça signifie, Philippe, ce monument? Alors, on a ici un monument qui est à l'ampleur de la tragédie de 1847, qui a marqué les esprits dans la région. On parle de 5000 Irlandais qui sont morts durant cette saison-là et qui ont été enterrés ici à Gros-Île. Donc, au fil des ans, on va ériger différents monuments, celui-ci notamment, qui est de 1909. Donc, ça arrive bien après la tragédie irlandaise de 1847. C'est une croix celtique, une croix catholique, qui a été érigée par un ordre catholique irlandais. Remarquez ici AOH, ancien ordre des Hiberniens. Donc, c'est une fraternité associative, l'ordre des Hiberniens, qui existe encore à ce jour, de la communauté irlandaise, qui sont responsables pour l'érection de cette croix-là. Elle fait 14 mètres de haut et compterait parmi les plus grandes croix celtiques qu'on trouve à l'heure actuelle dans le monde et certainement la plus grande en Amérique du Nord. L'idée étant bien évidemment de l'apercevoir quand on passe en navire devant Gros-Île. Philippe, en 1847, il y a des Irlandais qui arrivent ici. Ils arrivent d'Irlande, il y a une famine, ils se retrouvent ici et c'est probablement l'un des moments de Gros-Île où on parle le plus à travers l'histoire parce que c'est l'événement qui a probablement le plus marqué l'imaginaire populaire. On est au cimetière. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent ici et qu'est-ce qui fait que c'est probablement la plus grande présence à Gros-Île.
Il faut comprendre que la saison 1847 est vraiment hors norme. C'est une anomalie dans l'histoire de Gros-Île en termes de taux d'immigrants qui arrivent ici. En majorité irlandais, on parle à peu près de 60 % d'entre eux, mais il y a également des gens des îles britanniques, d'Écosse, de Grande-Bretagne qui arrivent durant cette saison-là. Au début de la saison, on s'attendait à recevoir peut-être 25 à 30 000 immigrants. Dans les faits, c'est 100 000 qui vont déferler sur la station pendant cette saison qui sera absolument anarchique et chaotique. 3 fois plus que ce qu'on anticipait. On manquait d'infrastructures, on manquait de personnel, les connaissances médicales étaient déficientes, en plus des conditions extrêmement insalubres qui régnaient à bord des bateaux. C'est le typhus, la principale épidémie qui va faire des ravages durant l'année 1847. On parle de 5 424 Irlandais qui vont être enterrés ici sur le site, dans ce grand cimetière. Ça va être leur premier contact avec l'Amérique et ce sera le dernier pour plusieurs d'entre eux. Maintenant, il est important de comprendre ce qui les pousse de l'Irlande. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a 100 000 Irlandais qui déferlent en l'espace d'une saison quarantenaire? Bien, la grande famine sévit à ce moment-là en Irlande. C'est un sujet qui est très complexe. Je vais essayer autant de faire ce peu d'en présenter les grandes lignes. Il faut comprendre que la situation agricole, elle est très précaire en Irlande. Dès 1845, en fait, on a l'arrivée d'un parasite, le mildiou, un pseudo-champignon qui va infester les récoltes de pommes de terre. De 45 à 49, la famine sévit et les Irlandais vont perdre à peu près toute leur forme de subsistance, qui est la pomme de terre, la patate. Par contre, s'ils se tournent vers la pomme de terre, ce n'est pas par choix, mais bien par nécessité, puisqu'ils sont dans des conditions d'extrême pauvreté. La majorité de l'Irlande est paysanne, ce sont des classes paysannes qui sont généralement non pas des propriétaires terriens, mais des rentiers. Comprenez que les inégalités sociales sont très, très fortes en Irlande à ce moment-là. À peu près 80 % de la population est confinée dans environ 15 % des terres agricoles. Les meilleures terres sont plus dans l'est du pays, appartiennent à des landlords, à des propriétaires terriens, généralement qui entretiennent des bons liens avec la Grande-Bretagne. Donc c'est une situation où l'Irlande est sur le joug de la domination britannique, où il y a tout un appareil juridique qui est très discriminatoire envers les Irlandais, plus particulièrement les catholiques, auxquels, par exemple, on interdit de posséder des terres. Dans ce contexte, ce sont des rentiers qui vont finalement payer en nature, payer en redevances agricoles les propriétaires, d'où le fait de se tourner vers la pomme de terre. La pomme de terre sera une bénédiction pour ces classes paysannes extrêmement pauvres. Elle permet de survivre. On estime que durant les années 1830-1840, un Irlandais moyen va manger environ de 2 à 5 livres de pommes de terre par jour. C'est énorme. C'est vraiment à la base de leur alimentation. C'est une variété en particulier qu'on cultive, la lumper. On fait des monocultures. Toutefois, quand vous êtes dépendant d'un seul aliment pour survivre, vous le perdez, bien, vous perdez tout. Et c'est ce qui va se produire à partir de 1845, quand le mildiou commence à faire des ravages. Le bilan sur la démographie est catastrophique. On parle d'1 million d'Irlandais qui vont périr sur le pays de la famine et 1 million qui vont quitter vers l'Amérique. Parmi ce million, en 1847, 100 000 vont transiter par Gros-Île durant la saison toute particulière, qu'on appellera plus tard la saison des Irlandais. Les enfants des Gaëls moururent par milliers sur cette île, ayant fui les lois des tyrans étrangers et une famine artificielle durant les années 1847-1848. Que la bénédiction loyale de Dieu soit sur eux, que ce monument soit un témoin de leur nom et de leur honneur par les Gaëls d'Amérique. Que Dieu sauve l'Irlande. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Toute l'équipe de Belle-Île Solutions Nutrition est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez.